Puissance, gloire et superstition. Le prestige de Rome rayonne sur l'Occident. Ils sont forts, ces Romains. Conquérants insatiables, bâtisseurs de génie, ils sont aussi les premiers à élever au rang d'élégance la nécessité de se vêtir. Avec eux, la sobriété du drapé grec s'est enrichie du luxe des pays conquis et la recherche d'un look a atteint des raffinements jusqu'alors inimaginables. Six siècles de toute puissance, de jeu, de brutalité, mais aussi de culte de la beauté, de l'allure glamour et de religion du pli qui peut tourner à l'hystérie. Amateurs ayant le souci du détail historique, passionnés par le temps des toges et des stolas ou amoureux des traditions antiques, ils vont nous dévoiler un chic éternel et encore très moderne. Au temps glorieux de la Rome antique, la grande mode, c'est d'aller assister aux jeux du cirque, mais aussi de s'habiller dans une tenue digne de l'événement. Avant d'entrer dans l'arène, riches patriciennes ou simples citoyens, belles courtisanes ou esclaves, posent dans ce qu'ils ont de plus beau pour se vêtir. Avec les Romaines et les Romains, pour la première fois dans l'histoire, le vêtement ne se limite pas aux fonctions de recouvrir et de protéger le corps. On a souvent dit qu'il n'y avait pas de mode dans l'Antiquité. En réalité, elle évolue lentement, mais elle existe. Et la mode, à Rome, le vêtement plus exactement, c'est une question sociale, c'est une question de rang. Et quand on parle de position sociale à Rome, on parle aussitôt d'argent. La tension monte, car l'événement à ne pas rater si l'on veut s'offrir une magnifique garde-robe, à condition de parier, va bientôt arriver. Mais en attendant de célébrer le culte de la vitesse et de la puissance, intervient en levée de rideau la séance de l'exécution du condamné. Les bourreaux sont déguisés en gladiateurs. Ils exécutent les repris de justice ou des martyrs chrétiens dans un simulacre de combat. C'est cruel, mais la foule apprécie. L'empereur se lève enfin pour ordonner l'entrée des 4 Formule 1. À ce moment, les jeux sont faits et les paris arrêtés. Tout Rome se demande qui peut battre l'attelage blanc mené par Dioclès. Dans cette tour de piste, des fortunes vont se faire et se défaire à travers tout l'Empire. Les Romains avaient une grande fascination pour les jeux du cirque. C'était des spectacles de masse qui étaient annoncés longtemps à l'avance. À Rome, par exemple, on venait de loin pour les voir. On suivait les courses et on faisait des paris, même à l'extérieur de Rome. Dans la région autour de Rome, il y avait des bureaux de paris qui obtenaient les résultats en se servant de pigeons voyageurs. La course est lancée. Dans cette lutte sans merci au triple galop, les auriges, c'est-à-dire les conducteurs de chars qui sont en vert et en blanc, représentent le peuple. Le concurrent en rouge court pour le Sénat. Et enfin, celui en bleu porte la couleur de l'aristocratie. Que ce soit dans l'arène ou dans la rue, le choix des couleurs n'est pas une simple question de goût personnel. S'habiller est aussi une manière d'honorer les dieux. Dans les croyances populaires,
la couleur blanche est dédiée au culte de Minerve, déesse de la connaissance. Revêtir du vert est un hommage à Vénus. Le rouge sert à demander le soutien de Mars. Se parer de bleu honore Saturne et Neptune. Mais quand le ciel vire au gris foncé, tout Romain pense aux foudres de Jupiter. Le philosophe Juvénal, méprisant, ramenait l'Empire à une simple formule, du pain et des jeux. Il aurait pu rajouter « et des bains », car à Rome, les bains sont le plus souvent publics et ouverts à tous. Pour ces patriciens, après avoir sué dans les gradins du stade, se rendre au bain par une chaleur lourde et orageuse est toujours un moment divin. Car hygiène et soins du corps sont donc indissociables de l'élégance dans l'esprit d'un citoyen de Rome. Le nec plus ultra était de profiter avec volupté des eaux chaudes, mais la température élevée n'était pas au goût de tous. Le poète Horace, dans les Épîtres, ironise sur cette tendance à l'excès de chaleur qui lui rappelle, dit-il, un incendie, au point qu'on pourrait baigner tout vif un esclave condamné pour quelque forfait. Dans l'atmosphère plus ou moins chaleureuse, les bains sont aussi l'occasion de prendre soin de son système pileux en se rasant de près. À Rome, au 1er siècle de notre ère, seuls les philosophes et les hommes portant le deuil avaient tendance à se laisser pousser la barbe. L'homme romain, en se regardant dans le miroir après s'être rasé, a le souci du détail. Sénèque prétend avoir habité à côté d'un bain public et raconte avec beaucoup de précision les usages en vigueur. Selon lui, les Romains y allaient pour discuter, pour se faire masser ou se faire épiler. Il écrit même qu'il lui arrivait d'entendre chaque cri des clients qui se faisaient arracher les poils des oreilles ou du nez. Après le bain, c'est le temps de la coiffure. Et là encore, l'influence hellénique se fait sentir. Grand admirateur d'Athènes, le général Scipion n'a pas seulement vaincu Hannibal et rasé Carthage, il a aussi lancé la mode de la boule à zéro. Deux siècles plus tard, avec l'avènement de l'Empire, les allures capillaires masculines vont devenir nettement plus maniérées, car la coiffure se transforme en atout de séduction. Avec l'empereur Néron, qui a le culte d'Apollon, se coiffer devient tout un art où chaque mèche doit être parfaitement placée sur le front. Par souci d'imitation, les esclaves se servent déjà de bigoudi pour transformer la chevelure raide de leur maître en volute savamment orchestrée. Sénèque fustige ceux qui, comme Gabinius, passent leur temps à se faire des bouclettes. Quelle indignation! Si quelque détail n'est pas bien en ordre et si tout ne retombe pas en boucles égales. Pour eux, le bouleversement de l'État est moins important que leur chevelure. Pourtant, les grands personnages de l'État continuent d'influencer les allures capillaires des citoyens. 2 siècles plus tard, l'empereur Marc Aurèle démode le bouclé et impose le frisé. Dès lors, les hommes romains ne cesseront pas d'alterner entre rasé et bouclé, jusqu'à l'arrivée au pouvoir des premiers empereurs chrétiens qui adopteront définitivement des coupes courtes et austères. Une fois lavé et coiffé, qu'ils soient simples citoyens, riches patriciens ou empereurs, ils vont tous devoir revêtir une toge, une simple pièce de tissu. Mais les différentes manières de la revêtir sont tout un art, qui va devenir un signe du prestige de l'Empire. À l'origine, le mot toge veut dire couverture. Elle est donc logiquement de dimension rectangulaire,
mais très vite, elle va s'arrondir. Quand la toge apparaît, elle est plutôt serrée, adhérant au corps. On l'appelle en latin la toga exigua. Sous le règne d'Auguste, elle commence à devenir plus grande. Il faut la draper car elle est devenue beaucoup plus large. Il est tout à fait possible que son agrandissement corresponde à l'élargissement de l'Empire romain. Mais peu à peu, on voit monter une intolérance pour la toge qui commence à être mise de côté. Résultat, la loi impose le port de la toge au tribunal, au théâtre, à l'amphithéâtre ou lors du salut matinal au maître de maison. Si au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Auguste, la toge signe l'appartenance à la citoyenneté romaine, pour un grand orateur comme Hortensius, elle doit être à la dimension de son talent. Ce monument de tissu de 5,60 m de longueur sur 2 de hauteur demande surtout 2 esclaves pour la revêtir, si l'on ne veut pas y passer la journée. C'est une véritable science du pli parfait. Montre-moi comment tu portes la toge, et je te dirai qui tu es. Pour les chroniqueurs romains, une toge bien placée sur l'épaule témoigne du calme et de la maîtrise de soi. À l'inverse, mal drapée, elle affiche le trouble, la passion et est le signe de mœurs légères. L'avocat Hortensius est un véritable puriste dans la manière de ne laisser aucun pli au hasard, et la moindre imperfection est pour lui intolérable. Un jour, alors qu'il venait de finir de plaider, il fut heurté par un collègue distrait. Dans le choc, son chef-d'œuvre plissé fut désordonné. Furieux, il n'hésita pas à assigner en justice le responsable pour demander réparation. Comme tous les grands notables de l'Empire, Hortensius désire être représenté dans le marbre, sous la forme d'un buste. Comme cela, les plis de sa toge deviendront inaltérables et défieront cette fois le temps. Dans l'atelier de moulage du musée du Louvre se perpétue la tradition des moules à pièces. Cette technique employée par les Romains permettait de multiplier les représentations des grands personnages et ainsi de diffuser à travers tout l'Empire leurs effets de mode. Créer à nouveau une statue ou un buste avec cette technique antique demande aux spécialistes une grande dextérité et beaucoup de patience. Alors, la difficulté des moules à pièces, évidemment, était de résoudre les grandes complexités qu'on pouvait trouver sur des statues d'empereurs, par exemple, représentées en toge avec des habits somptueux, énormément plissés, ce qui fait que le mouleur avait cette obligation de créer un grand nombre de pièces. Et là, quand on dit grand nombre, ça peut aller de la centaine aux milliers de pièces, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, mais qui permettaient donc, par ce jeu de puzzle, de résoudre la profondeur des plis, puisque mouler, c'est créer un négatif, et il faut aller au plus profond de la forme pour pouvoir restituer parfaitement le modèle. Si ce procédé de reproduction sophistiqué était très utilisé, tout le monde n'avait pas le privilège de se faire représenter et surtout pas le simple citoyen. À Rome, le respect du droit à l'image passait aussi par des stratagèmes très particuliers. L'originalité romaine, c'est certainement le fait de pouvoir se faire représenter en buste. Et puis ça présentait un avantage, c'est que le buste était en deux parties. Vous aviez la tête d'un côté, avec un bouchon d'encastrement, et puis le buste de l'autre côté, avec une cuvette. Donc on pouvait enlever la tête et en mettre une autre. Donc c'était assez commode et ça a été très souvent fait.
notamment pour les empereurs qui étaient frappés de damnation mémorielle. Donc comme ils étaient damnés, en tout cas leur mémoire était damnée par le Sénat, soit on détruisait leurs images, on les cassait, soit on enlevait la tête et on la remplaçait par une autre. Le terrible Caligula fut frappé par cette damnation. Ce superbe moulage, réalisé d'après l'un des rares bustes épargnés aux confins de l'Empire, est le témoignage d'une époque où les prises de pouvoir n'étaient pas toujours très élégantes. Sur les marchés romains, les étoffes de laine ou de lin offrent le meilleur rapport qualité-prix. En provenance d'Égypte, le coton, lui, n'est pas encore très répandu. Et de leur côté, le cuir et les fourrures ne sont pas encore très prisés. La douceur du climat n'est certainement pas très étrangère à ce type de choix. S'il n'y a pas encore de notion de mode à Rome, il y a déjà pour certains aristocrates ou citoyens fortunés un désir profond de se poser en arbitre des élégances. Si l'on en croit Ovide dans l'Art d'aimer, qui explique comment séduire, l'homme doit briller par sa simple élégance, c'est-à-dire une toge propre, une coiffure qui ne soit pas hirsute, bref, un homme qui brille par sa simplicité. En revanche, le dandy, tel Chrysogonus, est un personnage qui prend le plus grand soin de son habillement. La toge doit tomber de façon impeccable, il est parfaitement parfumé, il a une coiffure très étudiée. Bref, c'est un personnage que tout le monde regarde et qui paraît parfaitement excentrique. Chrysogonus, esclave affranchi et enrichi par des transactions immobilières douteuses, aime aussi se faire remarquer par le port d'étoffes en fil de soie. D'une brillance et d'une résistance si particulières, elle vient, dit-on, d'un autre empire, qui a réussi à apprivoiser d'étranges insectes capables de produire cette fibre si rare et si précieuse. La soie est un des tissus les plus luxueux qu'on puisse trouver dans l'Antiquité. La vraie soie, la soie blanche, nous savons qu'elle venait de Chang'an, c'est-à-dire la capitale de l'Empire chinois. Elle venait par des caravanes, à la fois par la terre à l'intérieur du continent asiatique et également par la voie maritime en contournant l'Inde et en traversant jusqu'à la mer Rouge pour arriver à Alexandrie. Les Alexandrins la tissent avec du lin et agrémentent le tissu d'un certain nombre de broderies, le plus souvent au fil d'or pour les plus riches. Donc on obtient au bout du compte un tissu extrêmement cher que évidemment toutes les belles romaines et aussi quelques Romains importants vont se disputer. Pour porter de la soie à un prix défiant toute concurrence, certains petits malins passent par des négociants grecs, au lieu de l'acheter à un prix exorbitant à des Phéniciens, qui l'ont racheté eux-mêmes à des Indiens. Le secret de ces marchands, c'est de négocier de la soie venant de Chine, mais aussi d'en profiter pour importer des ballots de l'île grecque de Kos, au large des côtes de la Turquie d'aujourd'hui. Cette soie est plus jaunâtre et prend moins bien la teinture, mais si l'on aime l'originalité de la couleur jaune pâle, comme Chrysogonus, c'est parfait. En homme d'affaires redoutable, il se dit qu'il serait très intéressant de tenter de mettre cette couleur à la mode en se lançant lui-même dans la revente de cette étoffe de soie méditerranéenne, nettement moins coûteuse.
Alors il invite dans son triclinium des notables pour leur vanter la brillance, la finesse de sa nouvelle tenue. Pour Chrysogonus, la séduction n'a pas de prix. Mais ce premier grand dandy de l'histoire sera rattrapé par les affaires. Son procès, mené par Cicéron, et sa condamnation, lui enlèveront définitivement le goût de porter de la soie. Quand il s'agit de dépenser une fortune pour s'habiller à Rome, il y a aussi une couleur hors catégorie, la pourpre. Le chroniqueur Martial confirme. S'emparer reviendrait à porter sur soi toute sa fortune. Ce qui donne un signe si élitiste à cette couleur, c'est la rareté du Murex bandaris, un coquillage pêché aux confins de la Corne de l'Afrique, en Abyssinie. Les pêcheurs de cette région désertique, après avoir fait cuire ces petits crustacés, extraient patiemment une poudre rouge à très haut pouvoir teintant. Mais pour obtenir la précieuse tonalité rouge sombre, cette poudre transitera ensuite par la région de Tyr, au Moyen-Orient, où elle sera à nouveau filtrée, recuite, jusqu'à obtenir ce pigment si précieux. Dans toute la Méditerranée et dans l'histoire d'une manière générale, le rouge, le pourpre, est le symbole du pouvoir et même souvent ne peut pas être porté par ceux qui ne sont pas au pouvoir. On a vu par exemple Néron interdire le port de la pourpre à ses concitoyens et faire déshabiller une femme qui avait un manteau de pourpre lors d'une représentation qu'il donnait à l'amphithéâtre. Les successeurs de l'empereur, poètes et mégalomanes, tout en laissant aux sénateurs et aux magistrats la distinction d'en porter, comprirent qu'il serait plus intéressant financièrement d'en démocratiser l'usage pour s'enrichir davantage. À partir de 383 après Jésus-Christ, l'importation et la vente de la pourpre deviennent un monopole impérial. La richesse à Rome ne se mesure pas à une simple bande de pourpre sur sa toge. Elle se démontre aussi en possédant des écoles de gladiateurs. Considérés comme un produit de luxe, ces prisonniers de guerre ou esclaves sont l'enjeu de transactions financières énormes. Lorsqu'ils s'équipent, ces athlètes prennent des allures étonnantes que tous les Romains reconnaissent de loin en un clin d'œil. Les casques, par exemple, qui étaient des casques militaires des tribus vaincues, deviennent des casques, à proprement parler, de gladiature. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des grandes crêtes, des visières très larges, et on assiste finalement un petit peu comme au combat de catch moderne, à des gladiateurs qui apparaissent complètement masqués et qui donnent une dimension spectaculaire, un petit peu extraordinaire, au combat de gladiateurs. Que ce soit le rétiaire avec son filet et son trident, le sécoutor avec son casque, son immense bouclier et son glaive, l'oplomaque, le seul armé d'une lance et d'un lourd bouclier rond, ou le provocator, rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé pour créer un équilibre entre les combattants. L'armement et les protections présentent à la fois des avantages ou au contraire des handicaps. Le perdant, comme ce sécoutor pris dans les filets du rétiaire ou blessé, avait la vie sauve. Il n'y a qu'à l'époque de certains empereurs amateurs de sang, comme Caligula, que les combats étaient cinémissionnés, c'est-à-dire sans possibilité d'être graciés. Résultat, non seulement certains gladiateurs avaient des carrières de véritables stars, mais ils servaient de modèle pour d'autres combattants
les légionnaires. Pendant leur campagne pour agrandir les frontières de l'Empire, loin des bonnes manières très classiques de Rome, les armées de l'empereur vont découvrir et expérimenter d'autres tenues empruntées à leurs adversaires. Ils vont populariser ainsi de nouvelles modes considérées jusque-là comme barbares par les citoyens romains. La particularité de l'Empire romain, c'est que ce n'est pas Rome qui va s'imposer ailleurs, c'est tout l'Empire qui arrive à Rome, à tout point de vue, que ce soit la cuisine, que ce soit les mœurs, que ce soit les dieux, et notamment, bien entendu, l'art vestimentaire. Après le pallium, manteau grec, rectangulaire, facile à porter soi-même sans avoir besoin d'un esclave pour se l'installer sur le dos, les combattants de Rome découvrent dans la garde-robe celte les braies, une sorte de caleçon flottant, et dans celle gauloise, un autre vêtement avec capuche très pratique, qui sera pourtant vivement décrié à son apparition à Rome. Les Romains vont emprunter à leurs voisins, au peuple qu'ils ont conquis, un certain nombre de vêtements, par exemple le cuculus, qui est un vêtement gaulois très très rustique, puisque Martial disait qu'il est tout juste bon à habiller un singe, et ce vêtement, un peu allongé, développé, donnera à un moment de notre histoire à nous la robe de bure avec capuchon que portent les moines. Les Gaulois pacifiés par Rome vont léguer une autre trouvaille, les galligae. Ayant l'apparence de sandales montantes, très résistantes, elles vont permettre aux conquérants de Rome de parcourir chaque jour 45 km à pied. Ce qui a été l'un des éléments primordiaux de l'équipement du légionnaire romain, peut être encore aujourd'hui un objet indispensable pour partir à la conquête d'une petite cité du bord de la Méditerranée. À Saint-Tropez, il n'y a pas que des irréductibles Gaulois très adroits quand il s'agit de jouer à la pétanque, mais il y a aussi d'autres villageois qui sont très forts quand il s'agit de fabriquer des sandales tropéziennes. À 2 pas du port, la boutique d'Alain Rodini est l'un des hauts lieux d'une tradition qui a débuté, un peu par hasard, il y a 8 décennies. Le déclic de la sandale tropézienne s'est fait en 1927 lorsque M. Boulanger avait vu ces sandales sur une statue gréco-romaine et avait demandé à un cordonnier de Saint-Tropez de lui réaliser une paire. Découpe du cuir, assemblage sur la forme, positionnement de la semelle, couture, cirage et lustrage, c'est un véritable travail de Romain. Mais l'aspect artisanal n'empêche pas le raffinement esthétique. En dehors de la fameuse tropézienne classique, dans un pur style légionnaire, Alain Rodini confie qu'il s'inspire, comme au temps de la splendeur de Rome, de formes venant de la Grèce antique, de l'Égypte, voire même de la Mésopotamie. Ce qui faisait la solidité des sandales romaines, c'est comme celles qu'on fait maintenant, c'est le tannage. Le tannage, certainement, devait être fait à l'écorce de chêne qui passe en fosse pendant des mois et des mois, ce qui le rend très solide. Ensuite, il y avait le battage, c'est-à-dire qu'il fallait battre le cuir mouillé pour le rendre très robuste. Si les Romains, déjà très attachés à tout ce qui se porte aux pieds, avaient 80 termes différents pour désigner les chaussures, aujourd'hui, les paires de Spartiates, Salomé ou Tropéziennes se vendent dans plus de 10 pays. Succès oblige, les élégantes de Saint-Tropez ne seront plus les seules à avoir le privilège de porter ces sandales d'inspiration antique, dont le principe a été mis au point il y a plus de 20 siècles par des Gaulois.
Au 1er siècle de notre ère, les riches patriciennes, pour paraître élégantes de la tête aux pieds, pratiquent avec beaucoup d'assiduité les thermes. Après le bain, elles adorent se prodiguer des soins de beauté et s'enduire de lotions fabriquées à base d'huiles essentielles. La recette de beauté la plus prisée pour obtenir une peau douce et prévenir du vieillissement porte le nom de Navarracissium. Cette lotion est une préparation d'influence indienne que l'on trouve encore aujourd'hui sous le nom de Navarra-Kisi. À base d'eau de rose, de poudre de gingembre pilée et mélangée à de l'huile de sésame, cette lotion comporte des vertus purifiantes et régénératrices pour la peau. Elle est aussi extrêmement relaxante. Ovide est tombé sous le charme de ce tout premier produit de beauté. Il confie « Toute femme qui appliquera ce cosmétique sur sa figure la rendra plus jolie, plus brillante que son propre miroir. » Mais pour prévenir les outrages du temps, d'autres romaines emploient des méthodes plus radicales, en usant de cataplasmes nocturnes et offrent à leur mari, d'après les dires de Martial, la vision matinale d'un visage qui ressemble à un ulcère. Mais ce masque a quelquefois pour la dame d'autres vertus moins avouables. La dame romaine a beaucoup de secrets de beauté. Elle connaît par exemple le masque du mari, qui est un masque de nuit à base de son qui permet d'avoir une peau blanche. On l'appelle le masque du mari parce qu'il empêche l'acte amoureux pendant la nuit, alors que le visage de la dame, reposé et blanchi, est disponible pour l'amant le lendemain. Patriciennes séductrices ou matrones voulant être séduisantes, toutes ces dames passent un temps infini dans leur villa à se préparer, en général, une grande partie de la matinée. Après les soins du corps, commence la phase de maquillage, qui n'est pas la plus rapide, et pour cause. La mode est au teint clair dans un pays ensoleillé plus de 280 jours par an, selon le bon vouloir d'Uranus. Alors, pour se blanchir la peau, toutes les recettes sont bonnes. Les femmes utilisent dans un premier temps des masques de beauté à base de fèves et ensuite à base de lait d'ânesse. Mais Pline, pour lutter contre les taches de la peau ou les taches de rousseur, conseille aussi l'utilisation de produits à base d'excréments de crocodile. Quand il s'agit de mettre en valeur son regard, c'est l'inspiration égyptienne qui prédomine. La riche citoyenne a souvent recours au doigté d'experte d'une esclave venue du Moyen-Orient pour sourler admirablement les yeux avec du kohl. Si la femme romaine a des points communs avec la femme égyptienne pour la mise en beauté, les vertus du maquillage sont très différentes entre les deux civilisations. L'influence égyptienne est surtout présente dans le fait de se farder, de se mettre des cosmétiques sur le visage. Les couleurs, les formes, les symboles n'ont rien à voir avec la civilisation égyptienne, qui est encore une situation qui pratique des rituels de beauté, alors que chez la dame romaine, la pratique de la beauté est totalement séparée du religieux et du rituel. On est dans un usage profane et en ceci très contemporain de la beauté. Un brin femme fatale, la patricienne romaine, avant de passer à la coiffure, ne peut s'empêcher de penser déjà aux parures qui vont accompagner sa superbe toilette.
Dans le domaine de la joaillerie, les riches élégantes de Rome avaient atteint un raffinement et une modernité à faire pâlir d'envie, sans l'aide de ces ruses, bien des femmes d'aujourd'hui. Sous le ciel de Trèves, l'Empire romain garde encore de beaux restes. La porte d'entrée de l'ancienne capitale de l'empereur Constantin est le vestige le plus imposant de ce passé prestigieux. Mais cette cité impériale est aussi pour Ira König, cette jeune femme flamboyante, un lieu fabuleux pour étudier les trésors de la joaillerie romaine. Après avoir fait des études d'archéologie à Paris, cela fait maintenant 16 ans qu'Ira se consacre à la reproduction de bijoux romains. Alors, quand elle n'est pas avec des spécialistes du musée d'archéologie de Trèves, elle se met véritablement dans la peau d'une bijoutière romaine. Elle ne se contente pas de s'habiller comme à l'époque, elle utilise aussi des outils similaires à ceux qui existaient au temps de Constantin. Il est important d'utiliser les outils originaux, parce qu'ils laissent des traces particulières sur les bijoux et c'est ce qui permet d'ailleurs d'en prouver l'authenticité. Avec des outils modernes, ça paraît véritablement impossible d'obtenir le même résultat de finition. Alors je demande à des joailliers de me faire des outils à partir de pièces originales avec le même matériau. Ainsi, je peux voir s'il est possible de réaliser un bijou authentique avec cet outil. Ira est experte en fabrication de bagues et propose, comme il y a 2000 ans, des bagues d'hiver plus lourdes et des bagues d'été plus légères. Mais elle ne manque pas de patience et de dextérité quand il s'agit de se lancer dans la réalisation de colliers ou de boucles d'oreilles. Et ce savoir-faire peut être très utile pour les historiens. Des restaurateurs et de jeunes archéologues viennent souvent me voir. Ils ont des questions sur une pièce originale qui a été trouvée, mais aussi sur la manière dont elle a été réalisée. Tous savent que j'ai une longue expérience dans ce domaine et ils veulent voir si je peux confirmer leur théorie sur la méthode de fabrication de l'objet. En fait, ce qui motive Ira König, c'est d'échanger des compétences. Le fait de découvrir, de comparer, d'analyser les trésors de Trèves lui permet aussi d'affiner ses techniques de travail et de pouvoir recréer des copies qui auraient très bien pu se retrouver dans le coffret d'une impératrice. Pour être totalement dans la tendance chic du 1er siècle, porter des bijoux, c'est bien, mais avoir des cheveux blonds, c'est nettement mieux. Comme si la vogue de la peau claire ne suffisait pas, le culte du blond au pays des femmes superbement brunes est un véritable casse-tête pour les fashion victimes de l'époque. La recette la plus connue, c'est la décoloration de la chevelure à l'aide du sapot gaulois, une teinture obtenue par le mélange de graisse de chèvre, de cendre de hêtre et d'une bonne dose de soufre. Effet garanti, mais les reflets sont plus jaunes que blonds. Par bonheur, il existe une solution moins corrosive pour le cuir chevelu. À l'époque romaine, on n'hésitait pas à utiliser des perruques et des postiches pour diversifier les coiffures ou pour avoir des reflets de différentes couleurs. De la Germanie, on importait des cheveux blonds avec lesquels on réalisait des postiches. C'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'était noble, rare et très cher. Si certaines brunes refusent de se ruiner en postiche, pour tenir leur rang, elles doivent porter des coiffures à la dernière mode. Et cette mode, c'est le plus souvent l'impératrice qui la dicte. Sous le règne de Trajan, l'impératrice Livie, épouse d'Auguste, porte un chignon très classique. L'impératrice Plottine, elle, lance la surabondance des frisettes et des boucles qui agrandissent la tête des femmes. Dès lors, chaque impératrice prend un malin plaisir à innover. Julia Domna, épouse de Septime Sévère, lance une coiffure mi-longue avec des effets gaufrés par des tresses.
Ploty, qui lui succède, recompose cette passion-détresse en véritable casque capillaire que des commentaires plus ironiques de l'époque nommeront « coiffure à la tortue ». Pour créer de tels chefs-d'œuvre capillaires, les ornatrix, esclaves spécialisés dans les coiffures, doivent faire preuve d'une très grande précision pour satisfaire au verdict du miroir. Une seule mèche dérangée ou une épingle mal ajustée et l'esclave peut se retrouver relégué aux corvées de cuisine. Ce qui parachève tout ce cérémonial quotidien dédié au culte de l'élégance, c'est la stola, la déclinaison féminine de la toge masculine. Longue robe portée par-dessus une tunique, elle va être le signe extérieur du prestige de la femme mariée. Parée de plis serrés, de frises en broderie et d'une ceinture à la taille, elle est fréquemment accompagnée d'une sorte de long châle, la palla, qui permet aussi de se voiler la tête. L'accessoire de mode primordial assurant à la femme romaine une silhouette parfaite et qui se porte dès le matin au réveil, c'est le strophium. Cette sorte de brassière en tissu comprime au maximum la poitrine. Par peur d'avoir une poitrine trop forte, les aristocrates n'ont plus rien de la louve romaine et évitent au maximum d'allaiter leur progéniture. Chez les jeunes femmes, les préoccupations de silhouette filiforme prennent une tournure étonnamment actuelle. Les jeunes femmes sont parfois privées de nourriture, on leur donne du vinaigre et on leur serre la taille. Il y a même déjà des anorexies chez les jeunes filles, enfin du moins un amaigrissement qui est destiné à leur faire trouver un mari plus rapidement, puisque l'amaigrissement et la pâleur sont associés à l'érotisme. Ces superbes mosaïques siciliennes attestent que les femmes romaines font preuve d'une coquetterie très moderne. Lorsqu'elles se rendaient au bain ou pratiquaient des activités de gymnastique, elles portaient toujours pour comprimer la poitrine une simple bande en cuir, un mamillaré. Cet ensemble, avec une petite culotte, est le véritable ancêtre du bikini. Après avoir revêtu par-dessus la tunique la stola, puis s'être paré de la palla, il ne reste plus qu'à se chausser. Avec le rang social, pour se distinguer, il n'est pas bien vu de porter de simples sandales, mais des souliers, des calcei, couvrant les orteils, jugés disgracieux. Ces dames superbement parées peuvent enfin sortir de leur villa, et leurs allures ne vont pas laisser les hommes indifférents. Insatiables dans les effets de mode, elles porteront bientôt pour se grandir des crépidas. Ces sandales à talons sont inspirées par les étonnantes plateformes de bois portées par les personnages du théâtre romain, des cothurnes. Ces plateformes accentuent ainsi l'aspect fantastique de la silhouette de l'acteur. Le théâtre romain est avant tout visuel. Le texte va d'ailleurs avoir tendance à disparaître et ce que le spectateur est venu voir, c'est l'acteur. C'est cette silhouette qu'il aperçoit, qu'il reconnaît à son masque, à son maquillage, à la couleur de son habit, à ses cothurnes, à la position du corps autour du vêtement qui permet de marquer là aussi un sentiment. La façon dont le plissé du manteau va tomber peut exprimer la joie, peut exprimer la tristesse. Et il va suivre l'histoire essentiellement comme nous suivons, nous, un mime. Après avoir incarné une pantomime tragique, les acteurs se lancent dans l'interprétation d'un mime, réputé plus humoristique.
Profitant que cette représentation nocturne se déroule en petit comité, la comédie prend des accents très impudiques. Avec le temps, la rigueur classique inspirée par le répertoire grec se perd, et le théâtre, comme le reste de la société romaine, entre en décadence. Les citoyens et citoyennes de Rome vont s'émanciper des contraintes vestimentaires imposées du temps de la splendeur de l'Empire et adopter la facilité en portant de simples tuniques aux manches plus ou moins longues. Mais le port de la toge et de la stola avait gravé à jamais leur empreinte dans l'histoire de la mode. 20 siècles plus tard, l'esprit du plissé, nervuré, est remis au goût du jour. La nouvelle égérie de ce retour à l'antique est la jeune créatrice grecque, Sofia Kokosalaki. Cette inspiration pour un glamour millénaire qu'elle dévoile sous le feu des projecteurs est aussi inspirée par la grande couturière des années 30, Madeleine Vionnet, qui avait déjà élevé au rang de chef-d'œuvre l'art du drapé. C'est une chance pour un créateur de travailler en s'inspirant de l'héritage de Vionnet. Car comment dire, elle a inventé tellement de choses et on a le droit de les utiliser. On connaît son intérêt pour le classicisme. Elle aimait l'époque de la Grèce antique, la simplicité, l'absence de structure dans les vêtements. En version tendance été, les créations de Sofia revisitent le glamour à la romaine avec des mini-robes à bustier ou des jupes aux couleurs vives, avec des plis ondulants, que toutes les riches patriciennes auraient sûrement adoré. Mais cette collection représente aussi une nouvelle manière de considérer l'utilisation des matières. Ce n'est pas toujours uniquement du drapé ou du plissé, mais les gens le perçoivent ainsi. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais j'aime aussi faire des choses qui réunissent l'idée de sculpter avec les mains, en créant un effet en 3D avec les tissus. Tout en plissé ou avec leur bustier comme de véritables mamies larrées, les Vénus de Sofia Kokosalaki n'ont pas le monopole des matières fluides. Avec le créateur australien très parisien, Martin Grant, les femmes deviennent de très séduisantes vestales, ayant le culte d'une aisance chic et surtout pas amidonnée. Je pense qu'il y a toujours des références de l'Antiquité, par exemple, parce que c'est vrai que les Grecs, c'était le même principe. L'idée d'avoir juste un morceau de tissu qu'avec une ficelle, on tire et comme ça, on a des volumes intéressants et qui sont aussi valorisants pour la femme que quelque chose qui est très près du corps. C'est juste une autre façon de travailler le volume. Robe dos nu, plissé origami habillant le buste de soie pourpre. Cet ancien sculpteur aime le défi de la simplicité. En véritable architecte de la silhouette, il préfère calculer d'un coup d'œil le nombre d'or plutôt qu'attirer le regard avec des détails futiles. Déesse sculpturale ou naïade très martiale, elles répondent à l'image même de la définition de l'élégance actuelle donnée par le dictionnaire, qui se distingue par la grâce, l'aisance, l'agrément de la forme et qui séduit par sa simplicité et sa netteté. Balayés par les vagues d'envahisseurs germains, les raffinements vestimentaires s'évanouiront avec la chute de Rome en l'an 476. Il faudra attendre presque 9 siècles pour que l'on invente enfin des modes où le vêtement masculin se différencie radicalement de la tenue féminine. Après la découverte des fastes de l'Orient, de galants guerriers s'habilleront avec des vêtements taillés sur mesure, pendant que de gentes dames rêveront que leurs preux chevaliers portent leurs couleurs jusqu'à la victoire. Mais avec le somptueux héritage de la statuaire antique,
l'élégance à la romaine ne sera jamais totalement oubliée.